Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, le programme de rupture présenté par le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko au Sénégal. Il s'intitule Le Sénégal 2050. Le président et son premier ministre ont exposé le projet de développement pour les 25 prochaines années. Crise diplomatique entre l'Inde et le Canada. Les deux pays expulsent 6 diplomates chacun. L'Inde accuse le Canada d'enquêter sur des membres de sa représentation à la suite du meurtre en 2023 sur le sol canadien d'un chef séparatiste. L'armée chinoise a lancé une série de manœuvres militaires à proximité de Taïwan, présentant cette action comme une réponse aux actes séparatistes des forces indépendantistes taïwanaises. Taipei et les États-Unis ont vivement protesté contre ces manœuvres. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Au Sénégal, le plan Sénégal 2050 a été lancé le lundi 14 octobre depuis la ville nouvelle de Diamniadio, 6 mois après l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Augmenter le revenu par tête d'habitants de 50% en 5 ans, c'est l'un des projets du programme de rupture présenté par le président sénégalais et son premier ministre, un plan sur 25 ans qui a pour objectif le développement économique avec la promesse de réduire le déficit public. On écoute le président Bassirou Diomaye Faye. Nous devons consolider durablement une nation solidaire, une nation résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. C'est une vision pour un Sénégal qui n'aspire pas seulement à participer au monde de demain, mais à y jouer un rôle majeur, à être un acteur de premier plan dans la sous-région et un modèle de développement pour l'Afrique. Au Libéria, ces derniers mois, plus d'1 millier de rapatriés volontaires sont rentrés au pays après avoir passé ailleurs une grande partie, sinon la majorité de leur vie. Ils avaient fui les différentes guerres civiles qui ont endeuillé le pays jusqu'en 2003. Exemple à Samouka Town, près de Monrovia, où quelques dizaines d'anciens réfugiés au Ghana tentent de s'adapter à leur nouvelle vie. Voilà plus de 20 ans, 30 ans parfois qu'ils sont partis en catastrophe. Et les voilà de retour dans ce centre pour réfugiés de la périphérie de Monrovia. Mais réfugiés, ils ne le sont plus. Au contraire, ils sont revenus dans leur pays, le Libéria. La plupart avaient refait leur vie au Ghana. Certains sont même nés là-bas. Et le choc est rude. J'ai grandi au Ghana. Je suis née en dehors du Libéria, c'est la première fois que je viens ici. Et cela vaut pour la plupart des jeunes rapatriés. Nous n'avons pas d'identité, de culture qui nous prouve que nous sommes bien des Libériens, à part le fait que nous sommes nés de parents libériens. Nous devons aussi trouver du travail. C'est un vrai défi. Entre 1989 et 2003, des guerres civiles successives ont dévasté le Libéria. 750 000 personnes ont été déplacées ou ont fui dans les pays voisins. Mais la paix est revenue dans le pays d'Afrique de l'Ouest et l'agence de l'ONU a abrogé leur statut de réfugiés. Beaucoup ont dû rentrer et repartir de zéro, comme Timothy Jackson, qui a quitté le Libéria à 9 ans. Mon plan, c'est de prier et de demander à la commission libérienne de rapatriement de me donner ce qu'ils m'ont promis. Je suis mécanicien automobile, chauffeur et conducteur de tractopelle. C'est ce que j'ai fait au Ghana pendant des années pour subvenir aux besoins de ma famille. Et ils ont promis qu'ils allaient nous donner un travail adapté. La commission libérienne de rapatriement des réfugiés prévoit d'accueillir encore 2700 personnes d'ici à la fin de l'année. Chaque chef de famille reçoit $300, une somme insuffisante pour ces nouveaux déplacés qui, bien souvent, n'ont plus aucune famille sur place pour les aider. Le budget de la commission de rapatriement des réfugiés ne prévoit pas de les nourrir quotidiennement et de prendre en charge leurs frais d'hospitalisation. Mais nous en avons pris l'initiative pour des raisons humanitaires. Ainsi, nous demandons à nos partenaires internationaux et au gouvernement d'accorder plus d'attention à ces personnes parce qu'elles sont dans une situation préoccupante et nous devons nous occuper de leurs problèmes. Dans le centre surpeuplé de Samouka Town, les femmes ont improvisé une cuisine collective. Les conditions sont rudes. Certains sont là depuis 3 mois. Malgré quelques aides, ce sera à eux de s'insérer dans la société libérienne. Un vrai défi.
Le Burundi est le deuxième pays le plus touché par le Mpox en Afrique après la République démocratique du Congo. Le virus effraie tellement la population que certaines personnes l'ayant contracté affirment avoir été victimes de discrimination même après avoir été traitées. A priori, Ariel Ntugimana a eu de la chance. Touchée par l'épidémie de Mpox, elle a pu être soignée et a quitté l'hôpital le mois dernier. Mais à son retour chez elle, à Bujumbura, une mauvaise surprise l'attendait. Quand je suis arrivée à la maison, les voisins m'ont mal reçue. Je ne comprends pas la raison de ce comportement. Ce qui est certain, c'est que les relations ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Depuis, aucune voisine ne lui a rendu visite. Et son mari, conducteur de mototaxi, a subi le même traitement quand il est enfin rentré après 4 semaines d'hôpital. Le couple qui a 2 enfants se voit maintenant menacé d'expulsion par la propriétaire du logement. Celle-ci ne veut même plus prendre l'argent du loyer. Cette situation a lieu de partout. Même mes collègues et amis chauffeurs me fuient. Quand je suis apparu l'autre fois, ils sont partis en courant sans me saluer. Apparemment, même soigné, le Mpox fait encore peur et les malades sont discriminés à cause des cicatrices qu'ils gardent sur la peau. Je ne sais pas si vous avez vu des images d'un malade du Mpox, ça peut être effrayant. Effrayant car même après le traitement, vous avez des complications de long terme avec les cicatrices. Et il y a aussi le mode de transmission. Ce n'est pas dans tous les cas, mais il y a une connotation sexuelle dans la transmission et parler de sexe en Afrique, c'est toujours difficile. Les soignants redoutent maintenant que certains malades cherchent à cacher leur état et évitent d'aller à l'hôpital, alors que les traitements et la vaccination dessinent une issue pour sortir de l'épidémie. Le Burundi a enregistré plus de 560 cas depuis le mois de juillet, mais aucun décès. C'est le deuxième pays le plus touché en Afrique, après la République démocratique du Congo. Ailleurs dans l'actualité, l'Italie a commencé à transférer lundi le premier groupe de migrants vers les centres qu'elle gère en Albanie. Un navire a quitté l'île de Lampedusa avec à son bord 16 hommes, 10 originaires du Bangladesh et 6 venant d'Égypte, interceptés dans les eaux internationales alors qu'ils tentaient de traverser vers l'Europe. Le navire devrait arriver mercredi en Albanie. Les images. Le gouvernement italien transfère le premier groupe de migrants vers l'Albanie. Cette décision annoncée lundi par le ministère de l'Intérieur intervient dans le cadre d'un plan controversé visant à traiter des milliers de cas de demande d'asile en dehors des frontières italiennes. Un navire a quitté l'île de Lampedusa avec à son bord 16 hommes, 10 originaires du Bangladesh et 6 venant d'Égypte, tous interceptés dans les eaux internationales alors qu'ils tentaient de traverser l'Europe. Ces derniers ont été secourus en mer après avoir quitté la Libye. Le navire devrait arriver mercredi matin. Vendredi, le gouvernement d'extrême droite de la première ministre Giorgia Meloni a officiellement ouvert les 2 centres qui coûteront à l'Italie 670 millions d'euros sur 5 ans. Les installations seront gérées par l'Italie et relèveront de la juridiction italienne, tandis que des gardes albanais assureront la sécurité intérieure. Ces centres peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes dans un premier temps. Selon les autorités italiennes, ce chiffre doit être porté à 880 dans quelques semaines. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades et les victimes de torture seront hébergés en Italie. Les familles ne seront pas séparées. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accepté de superviser les 3 premiers mois pour aider à sauvegarder les droits et la dignité de ceux qui y sont soumis. Le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture abrite depuis lundi le Forum mondial de l'alimentation à Rome en Italie et ce jusqu'au vendredi 18 août 2024. Le forum rassemble des experts mondiaux, de jeunes acteurs du changement, des investisseurs et des dirigeants visionnaires afin de créer de nouvelles voies pour un avenir durable, sûr, inclusif et sur le plan alimentaire. Le Forum mondial de l'alimentation s'est ouvert ce lundi au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Pendant 4 jours, les acteurs des systèmes agroalimentaires du monde seront rassemblés sous le thème « Une bonne alimentation pour tous, pour aujourd'hui et pour demain ». Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de la FAO a souligné le cœur de la mission de l'organisation. Les mesures que nous prenons aujourd'hui auront un impact direct sur l'avenir. Le thème de cette année, une bonne alimentation pour tous, pour aujourd'hui et pour demain, reflète l'essence même de la mission de la FAO et souligne l'importance des 4 piliers,
Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure sans que personne ne soit laissé pour compte. L'événement comprendra des sessions axées sur la jeunesse, la science et l'innovation et les investissements ciblés que le directeur général de la FAO considère comme des éléments clés pour un changement transformationnel. Cet espace indépendant et neutre, initié et hébergé par la FAO, s'efforce de créer un monde meilleur grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux sous l'impulsion des jeunes. À tous les jeunes et les jeunes de cœur présents dans la salle et à ceux qui nous rejoignent en ligne, nous attendons beaucoup de vous. Le forum rassemble des experts mondiaux, de jeunes acteurs du changement, des investisseurs et des dirigeants visionnaires afin de créer de nouvelles voies pour un avenir durable, inclusif et sûr sur le plan alimentaire. Crise au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou demande de nouveau le retrait dans le sud du Liban des casques bleus de la FINUL, Force internationale des Nations Unies au Liban. Mais l'ONU affirme que la FINUL va conserver ses positions dans le pays. Cet appel formulé dimanche intervient après qu'au moins 5 membres des forces de maintien de la paix de l'ONU ont été blessés ces dernières 48 heures, dont 2 par des tirs israéliens avérés. Depuis plusieurs jours, l'ONU accuse l'armée israélienne de viser les positions des casques bleus au Liban. Mais Benjamin Netanyahou l'assure, Tsahal n'a pas délibérément attaqué la FINUL. Le Premier ministre israélien promet de continuer de frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les régions du Liban, y compris à Beyrouth, et demande de nouveau le départ des casques bleus. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. The best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. Face aux pressions exercées par Israël, l'ONU reste ferme. En conférence de presse, le porte-parole d'Antonio Guterres a qualifié les attaques contre les casques bleus de possibles crimes de guerre. Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime. He called on all parties, including the IDF, to refrain from any and all actions that put our peacekeepers at risk. Alors que certains s'interrogent sur l'avenir de la FINUL au Liban, le secrétaire général de l'ONU aux opérations de paix a affirmé lundi que les casques bleus allaient conserver leur position actuelle dans le pays. Aux États-Unis, à 22 jours des élections, les 2 candidats Trump et Harris se rendent dans un des États clés pour présenter leur programme. La Pennsylvanie est un des 7 swing states qui peuvent décider de l'issue du scrutin. La Pennsylvanie accueille les 2 grands rivaux de cette course au pouvoir. Toujours aussi serré. L'État est le plus grand des 7 swing states qui peuvent décider de l'issue du scrutin. À 22 jours des élections, la démocrate alerte les 7000 personnes rassemblées sur la menace d'un second mandat Trump. Je suis persuadée qu'un second mandat de Trump serait un risque énorme pour l'Amérique et dangereux. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré et il est en quête d'un pouvoir incontrôlé. Un autre avertissement s'ensuit. Avec un clip à l'appui, Kamala Harris réagit sur les déclarations d'ennemis intérieurs de Donald Trump. Il parle de l'ennemi à l'intérieur de notre pays. Il dit qu'il considère toute personne qui ne le soutient pas ou qui ne se plie pas à sa volonté comme un ennemi de notre pays. C'est un problème grave. Il dit qu'il utiliserait l'armée pour s'en prendre à eux. Pensez-y. De son côté, Donald Trump riposte en traitant Kamala Harris de femme pas très intelligente. Il enchaîne sur les points clés de son programme, comme le sujet de l'inflation. Le républicain promet de baisser les coûts de l'énergie en développant le forage pétrolier et gazier. Nous allons forer, baby, forer. Nous allons avoir tellement d'énergie et nous allons faire baisser les prix parce que vous savez qu'ils sont en hausse. N'oubliez pas, le mal est fait. Un discours soudainement interrompu par 2 malaises dans le public. Docteur, un docteur s'il vous plaît.
Donald Trump s'empresse de saluer les 2 personnes évanouies, de vrais compatriotes, déclare-t-il, avant de conclure son meeting en musique. Et grâce à eux, nous avons fini par avoir de la bonne musique, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors jouez au YMCA, allez-y, haut et fort. La lutte serrée pour la Maison-Blanche se poursuit avec de nouvelles étapes dans d'autres États clés. Ce mardi, Kamala Harris se rend à Détroit et Donald Trump, lui, est attendu à Atlanta. Comme annoncé en titre, l'Inde et le Canada ont expulsé lundi leurs ambassadeurs respectifs et 5 autres diplomates de haut rang en réaction à l'enquête sur le meurtre d'un leader séparatiste sikh en 2023 sur le territoire canadien. Ottawa accuse New Delhi d'avoir fomenté cet assassinat. Depuis, les relations entre les 2 pays n'ont cessé de se détériorer. L'instant est grave et sans précédent dans l'histoire de la diplomatie canadienne. La situation dans laquelle on se retrouve est extrêmement indésirable. Ottawa expulse 6 diplomates indiens, dont le haut-commissaire Sanjay Kumar Verma. Ils auraient participé à la cueillette d'informations dans le but de menacer et même de tuer des militants séparatistes sikhs en sol canadien. L'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens. Le tout a commencé en septembre 2023. Justin Trudeau se levait en chambre pour parler d'allégations sérieuses impliquant le gouvernement indien dans l'assassinat d'Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique. Pour tenir les auteurs de ce meurtre responsables. Depuis, l'enquête de la GRC a levé le voile sur plusieurs autres cas de menaces de mort, d'extorsion, de harcèlement. Plus d'une douzaine de menaces crédibles et imminentes pesaient contre leur vie. Selon l'enquête, des agents du gouvernement indien travailleraient entre autres de concert avec des groupes criminels pour orchestrer ces activités. Le gang Bishnoi serait parmi les groupes qui auraient collaboré avec les autorités indiennes. 3 sympathisants du gang ont été accusés de meurtre et de complot dans l'affaire Nijjar. Nous sommes arrivés à un point où nous estimons qu'il est impératif de confronter le gouvernement de l'Inde. Il y a eu rencontre samedi entre la GRC et des représentants du gouvernement indien. Leur manque de collaboration a poussé la GRC à rendre l'information publique. New Delhi n'a pas tardé à réagir. Le gouvernement indien a à son tour expulsé des diplomates canadiens. Le chargé d'affaires de l'ambassade a été convoqué par le ministère des Affaires extérieures indien. Le gouvernement du Canada a fourni au gouvernement indien ce qu'il lui demandait depuis longtemps, soit des preuves, dit-il. À lui maintenant d'y donner suite et de se pencher sur ces allégations. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. Tout autre chose à présent, Joint Sword 2024B, c'est le nom des manœuvres militaires lancées par la Chine le lundi 14 octobre au large de Taïwan. Ces exercices surviennent quelques jours après un discours du président taïwanais élu en janvier, Lai Ching-te, qui s'était engagé jeudi 10 octobre à l'occasion de la fête nationale à résister à l'annexion chinoise de l'île. Le ministère de la Défense taïwanais a dénoncé un comportement irrationnel et provocateur. Vous avez pénétré sans autorisation dans les eaux territoriales de Taïwan. Vos actions ont déstabilisé l'ordre et la sécurité de Taïwan. Ajustez votre trajectoire et quittez nos eaux territoriales. Les gardes-côtes taïwanais en état d'alerte. Un navire chinois vient de franchir la frontière maritime. Pékin, dont la télévision d'État diffuse ces images, est de nouveau à la manœuvre. Des exercices militaires en guise de mise en garde contre les velléités d'indépendance. L'indépendantisme taïwanais et la paix dans le détroit de Taïwan sont 2 choses parfaitement incompatibles. Les provocations des forces indépendantistes feront inévitablement l'objet de ripostes. La Chine s'est toujours engagée à maintenir la paix et la stabilité dans la région, ce qui est évident pour les pays de la région. Navires, avions de chasse, soldats sur le pied de guerre. La télévision d'État diffuse aussi cette carte de l'opération qui se veut d'envergure. Une nouvelle démonstration de force et un sérieux avertissement prévient Pékin, 4 jours après la fête nationale taïwanaise, lors de laquelle le président Lai Ching-te s'est engagé à résister à l'annexion chinoise de l'île. Taipei dénonce un comportement irrationnel et provocateur.
Les manœuvres ont été annoncées à 5 heures du matin et ont commencé juste après l'annonce. Cette pratique est en contradiction avec le droit et la réglementation internationale et nécessite un avertissement. En réponse, Taïwan a déployé les forces adéquates selon le ministère de la Défense et le président Lai a convoqué une réunion de haut niveau sur la sécurité nationale dans la matinée. La Chine doit reconnaître l'existence de la République de Chine, Taïwan, respecter le choix du peuple taïwanais pour un mode de vie démocratique et libre et s'abstenir de toute provocation militaire qui mettrait en péril la paix et la stabilité de la région et menacerait la démocratie et la liberté de Taïwan. Taïwan et la Chine continentale entretiennent des relations délétères depuis 2016, depuis l'arrivée au pouvoir de dirigeants farouchement opposés à toute mainmise du régime chinois. Pékin a organisé 3 séries de manœuvres en 2 ans. Cette dernière a officiellement pris fin au bout de quelques heures. Les États-Unis, grand allié de Taïwan, ont dénoncé des opérations injustifiées qui représentent un risque d'escalade. Religion dans ce temps d'information. À Accra, au Ghana, l'Église catholique a organisé une marche pour protester contre l'exploitation illégale des mines d'or. Des milliers de chrétiens ont occupé les rues pour appeler le gouvernement à la protection de l'environnement et à des actions favorisant la biodiversité. À Accra, les évêques de l'archidiocèse ont organisé une marche contre le galamsey, une forme d'exploitation minière illégale au Ghana qui détruit les cours d'eau et les écosystèmes. Les manifestants réclament une meilleure protection de l'environnement. Je voudrais dire à son Excellence que nous souhaitons qu'il annonce avec effet immédiat l'arrêt du galamsey. Si nous ne faisons pas attention, l'environnement sera totalement pollué. Nous n'aurons plus d'eau propre pour nous-mêmes et pour les générations futures. La marche a rassemblé de nombreux groupes militants comme Fix the Country et Democracy Hub. Notre lutte est que nous voulons que le galamsey cesse et que nos cours d'eau soient restaurés. Tout groupe prêt à marcher dans cet objectif peut compter sur notre soutien total. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous faisons cette exploitation minière depuis Dieu sait combien de temps. Est-ce que les revenus miniers ont permis le développement d'une infrastructure? Nous continuons d'emprunter pour résoudre tous les problèmes. N'est-ce pas révoltant? La marche s'est terminée au temple Christ the King, où une pétition a été remise. C'est un combat pour tous, les décideurs, ceux impliqués dans l'activité, nos leaders, et en réalité, chaque Ghanéen. Nous avons la responsabilité d'agir avec sagesse et de manière responsable. Le choix du temple Christ the King est symbolique. Il est situé près de la place de la Révolution, un lieu où les militants pro-démocratie avaient autrefois été réprimés. La marche s'est pourtant déroulée de manière globalement pacifique. Cela pourrait marquer un changement dans la stratégie policière envers les manifestations pour l'environnement. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, 19h temps universel. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.